Bonjour à tous. Nous sommes donc réunis sur la scène du Théâtre des Célestins de Lyon pour la 10e édition du Forum Une époque formidable, organisé par la Tribune en partenariat avec Slate. Et pour conclure cette matinée du dimanche 6 octobre, un musicien, une philosophe et un médecin. David Grimal, Gabriel Alperne et Jean-François Corti forment un attelage a priori très hétérogène et en réalité une addition ou une confrontation de visions, d'expériences, de convictions qui devraient nous éclairer sur des manières complémentaires, peut-être conflictuelles, d'aborder le verbe réconcilier. L'épreuve démocratique que traverse le pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale a cristallisé, c'est-à-dire réveillé, créé ou enflammé les divisions et les peurs qui la morcellent depuis bien plus longtemps que le 9 juin dernier. C'est le triomphe des passions tristes, me confiait le philosophe Roger-Paul Droit. Plus que jamais, la société a besoin de se réparer, de se réconcilier, de se rassembler. Cette société épuisée réclame d'être pacifiée et le vœu ne se limite pas à l'Hexagone, évidemment. Partout dans le monde, des sociétés craquellent et à la veille de commémorer la funeste date du 7 octobre 2023, considérer la réconciliation d'un prisme planétaire s'avère essentiel. 3 voies donc pour explorer 3 voies, IES, et inspirer le regard que nous portons sur l'époque et peut-être les pansements que ces situations exigent. Gabriel Alperne, vous êtes philosophe, vous concentrez depuis plusieurs années une partie de vos travaux sur l'hybridation, nous y reviendrons, et vous publiez chez Fayard « Créer des ponts entre les mondes ». David Grimal, vous êtes, je vous cite, un tennisman raté, m'avez-vous confié, mais plus sûrement un violoniste invité des plus réputées scènes et formations du monde, professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Paris et chef d'orchestre. Vous avez créé également un véritable écosystème dédié aux sans-abri. L'association Les Marginaux sont géniaux, développe des aides à la réinsertion selon les vœux des musiciens de l'autre saison. L'autre saison est le nom d'une programmation de concerts en faveur des plus démunis, exercée par la formation orchestrale et dissonance que vous avez fondée il y a 20 ans. Et demain, décidément bien funeste, 7 octobre, elle se produira, je crois, pour la dernière fois à la Philharmonie de Paris. Nous y reviendrons. Enfin, Jean-François Corti, vous êtes médecin, anthropologue, chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et vous êtes depuis juin dernier président de Médecins du Monde. Vous êtes un spécialiste des questions d'actions humanitaires, d'inégalités sanitaires, sociales et environnementales. Vous avez exercé sur les terrains les plus explosifs du globe, du Libéria à l'Afghanistan. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, nous y reviendrons, parmi eux Profession solidaire chronique de l'accueil aux éditions Stinkis, La France qui accueille aux éditions de l'Atelier. Vous avez également co-réalisé avec Valérie Gaillard le documentaire Contrepoison, un combat citoyen. Cette science et cette expérience pluridisciplinaire vous confèrent un regard aigu sur les notions de guerre et donc de réconciliation. C'est avec vous, Jean-François, que nous allons ouvrir le dialogue. Avant de parler du reste du monde, arrêtons-nous sur la France. On imagine les équipes de Médecins du Monde sur les points chauds du globe. C'est oublier qu'elles interviennent aussi et surtout en France, auprès des migrants, des publics précaires. Quel état des lieux dressez-vous justement de la société française? Est-elle seulement ce kaléidoscope très cloisonné, très fragmenté, même ségrégé, dont on a l'habitude de parler? Merci Denis pour l'accueil et bonjour à toutes et à tous. Médecins du Monde, effectivement, est une organisation humanitaire médicale qui existe depuis près de 40 ans, qui travaille dans une trentaine de pays aujourd'hui, et puis qui travaille aussi en France avec des opérations qui sont développées dans une soixantaine de projets. On est une organisation engagée dans la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales, avec un mode opératoire qui relève à la fois de l'action dans le sanitaire et le social, des consultations médicales, de l'aide à l'ouverture des droits, mais aussi un volet de plaidoyer où nous sommes une organisation qui, de fait, est apolitique. Nous ne sommes pas partisans, mais nous sommes engagés dans le champ de l'action politique. Et nous revendiquons plusieurs sujets qui mettent en tension
notamment des politiques publiques, que ce soit en France ou à l'international. Et d'une certaine manière, on a un peu la prétention d'espérer être des acteurs du changement social. On est une émanation de société civile, de démocratie, et on veut jouer notre rôle de contre-pouvoir. Rapidement, en France, effectivement, on a près de 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est près de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec une accélération de la précarité qu'on a vu se spécifier au moment notamment du Covid, et des inégalités qui sont de plus en plus importantes, quand bien même les richesses produites dans notre pays restent d'un certain niveau. Et donc, nous sommes dans un contexte où on essaye notamment aussi de mettre en évidence le décalage qui peut exister entre des droits effectifs et le non-respect de ces droits. Je dis notamment cela en faisant référence, par exemple, à la manière dont on traite les mineurs non accompagnés, qui aujourd'hui souvent sont renvoyés, par exemple, de la France vers l'Italie, sans forcément que ces mineurs puissent avoir des droits comme la Convention internationale des droits de l'enfant le propose. Nous sommes très sensibles, personnellement et à l'échelle de notre association, de lutter contre les inégalités et donc de se battre contre ce que j'appellerais les boucs émissaires. Voilà. Aujourd'hui, autour de la question migratoire, il y a une forme d'hystérisation du débat politique qui rend assez inaudible la capacité de débattre entre nous, alors même que, on l'a vu dans pas mal de situations, et notamment sur la guerre en Ukraine, par exemple, l'Europe a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens, et c'est tant mieux. La France en a accueilli plus de 100 000. Et ça s'est fait de manière professionnelle, sensible, avec différents corps de métier qui se sont mobilisés, y compris des politiques, et ça s'est bien passé. Lorsque l'on parle de migrants venant du Sud global, le discours est totalement différent. Je parlais d'hystérisation politique sur ces questions-là, où on voit qu'il y a de la tension politique, il y a une tension entre des enjeux de santé publique et des enjeux sécuritaires. Il y a même des tensions géopolitiques. On l'a vu au moment de l'année dernière, au moment de la possibilité d'un bateau de sauvetage en mer de débarquer en France ou en Italie, une tension diplomatique entre la France et l'Italie pour savoir qui devrait accueillir les personnes. Donc voilà, on navigue dans cet environnement d'inégalité, aussi d'hystérisation du débat sur la question notamment de l'accueil, on pourra y revenir. Et simplement, pour terminer, je pense que, et c'est important pour notre débat, le combat qu'on a sur le fait de mieux travailler sur l'accueil, c'est que lorsqu'un État est capable de mépriser des vies humaines au point de laisser des gens mourir en mer Méditerranée, je parle bien des États, y compris démocratiques européens, mais la question de la migration se pose aussi en Amérique ou en Asie ou ailleurs. Quand on est capable de mépriser, si je reviens sur le secteur France, des personnes en situation administrative précaire et qu'on n'est pas capable de faire en sorte que la vie soit protégée, c'est qu'on a un État qui est aussi capable de mépriser ses plus précaires, y compris ceux qui ont des papiers. Et donc, ça renvoie aux épisodes de violence, gilets jaunes et autres. Et donc, notre combat, c'est la lutte contre les inégalités pour tous. Donc, c'est une question démocratique. Ça pose aussi la question des boucs émissaires. Nous y reviendrons peut-être. Je fais une petite parenthèse. Ce parallèle que vous faites entre l'accueil des Ukrainiens et des migrants, je renvoie chacun d'entre vous à aller voir le dernier film de Julie Delpy, Les Barbares, parce que justement, il cristallise exactement ce que vous venez de dire. David Grimal, lorsque nous nous sommes rencontrés début septembre, à peine vous êtes-vous assis, on était à une terrasse de café, place Saint-Georges, et vous m'avez dit « j'ai une vision noire, pessimiste de la France. Cette France, je l'observe des quatre coins du monde où je me produis, et parfois, pas toujours, mais parfois, elle me terrifie. Je ne suis plus sûr de toujours croire en elle. » À partir de quoi vous fondez-vous justement pour avoir cette vision très sombre de la société française? Ça commence mal. Non, mais c'est pour rebondir justement et après justement passer là. En même temps, je me rends compte que je ne suis pas le seul, donc ça me rassure. D'abord, je tiens à dire que je suis très heureux d'être ici parce que je trouve formidable de voir des êtres humains qui échangent avec d'autres humains qui écoutent. Donc ça me fait du bien. Et pour moi, la musique, c'est la relation, et la relation, elle est présente ce matin. Alors, je vois ça du petit bout de ma lorgnette, en réalité, par rapport à mon expérience. Et j'ai créé effectivement les Dissonances, qui est un orchestre pas comme les autres, puisque je suis un chef qui ne dirige pas, donc un orchestre avec beaucoup moins de verticalité, et où l'individu est responsabilisé, où le rapport de l'individu à la collectivité est différent, c'est-à-dire qu'il n'est pas réduit par la collectivité, il est augmenté. Donc, en gros, ça veut dire, si vous voulez, vous avez 100 musiciens qui se jouent,
et il n'y a personne pour faire la circulation devant. Ce qui veut dire aussi que le public devient une collectivité qui est à la rencontre d'une autre collectivité. Et ça, je l'ai fait parce que, comme j'ai raté ma carrière de tennisman, comme vous l'avez si bien dit, mais très jeune, hein, c'était déjà foutu à 12 ans, je me suis dirigé vers la musique parce que j'ai pensé que c'était le gaz rare et invisible qui pouvait empêcher tout d'imploser ou d'exploser. C'est une illusion, bien sûr, mais il faut avoir des illusions pour se construire. Et donc, j'ai créé ce projet il y a 20 ans, après à peu près 15 ans de carrière, où j'étais soliste, donc j'étais un produit de luxe qu'on vendait sur les marchés mondiaux. Et j'y trouvais pas du tout mon compte parce que je ne trouvais aucune relation. Donc j'arrivais, je jouais avec des orchestres qui obéissaient à la baguette, et puis il n'y avait rien. Donc j'étais sec, et j'ai créé effectivement un autre monde. Cet autre monde a été créé, le premier concert a eu lieu dans une église au centre de Paris, et la recette du concert était pour les sans-abri. Parce que je trouvais qu'un monde dans lequel on pouvait ne plus regarder quelqu'un dans la rue devant une boutique qui vendait des objets de luxe, c'était un monde qui avait perdu le sens de la relation aussi. Alors j'ai cru pouvoir changer le monde. Je n'y suis pas arrivé, mais le monde ne m'a pas changé. C'est déjà pas mal. Et effectivement, je trouve qu'en 20 ans, les choses se sont beaucoup aggravées. Et on est passé à un moment de faillite de la social-démocratie à une oligarchie qui est là, qui ne la regarde pas, ne veut pas la voir. Et effectivement, dans mon petit milieu, cette oligarchie, elle est très forte, elle est très présente, parce que la musique classique, c'est quelque chose qui est très proche du pouvoir. Et on est en contact direct. Et on voit exactement la manière dont ça se passe. Et donc, comme je suis profondément social-démocrate, et que j'ai été profondément perturbé par la Shoah, quand j'étais très très jeune, et par l'idée que les hommes pouvaient se laisser emmener à l'abattoir par d'autres hommes qui pouvaient les emmener à l'abattoir. Pour moi, la question de la démocratie et de la responsabilité et de l'exercice du pouvoir sont des questions fondamentales qui aujourd'hui sont en souffrance. Gabriel, de votre côté, vous citez Camus, je l'ai trouvé soit dans un de vos livres ou dans un entretien, déclarant que celui qui désespère ses contemporains est un salaud. Rassurez-nous, votre voisin n'est pas un salaud. Non, bien sûr. Et en plus, il y a quand même quelques notes d'espérance que l'on peut entendre. Nous y reviendrons, parce que l'espérance est clé, justement. Voilà. Oui, Camus disait ça, celui qui désespère ses contemporains est un salaud, mais comme il y en a quand même un certain nombre autour de nous, moi, pour le coup, il m'a semblé, en tant que philosophe, que ma responsabilité était plutôt de voir, peut-être comment créer des raisons d'espérer. Et en tout cas, c'est tout le sens de mes travaux. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de division, on entend aussi parler d'archipélisation. Alors, ça n'est pas nouveau. Déjà, le général de Gaulle parlait déjà des démons de nos divisions. Et si on remonte encore plus loin, XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau disait nous avons des géomètres, nous avons des physiciens, nous avons des peintres, des astronomes, mais nous n'avons plus de citoyens. Effectivement, déjà à son époque, chacun était emprisonné dans son petit monde, dans son petit intérêt particulier, et sans avoir un sens de l'intérêt général. Donc oui, bien sûr, les divisions, ça n'est pas nouveau. On peut se concentrer là-dessus, ou alors on peut effectivement prêter attention à quelques petits signaux faibles qui existent, qui se multiplient, qui se démultiplient dans toute la France et qui méritent que l'on prête attention à eux. Est-ce que vous êtes allé chercher, en faisant un tour de France, des initiatives pour créer des ponts? Vous en revenez justement plus optimiste lorsque vous êtes parti? C'est tout le sens de ce nouveau livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophe sur le terrain, que j'ai publié chez Fayard il y a quelques jours, effectivement, qui raconte ce tour de France. Finalement, je suis allée à la rencontre d'agriculteurs à la pointe du Finistère, des start-upers à Toulouse, des bénévoles dans le sud de la France. Enfin bref, vraiment des mondes extrêmement différents, des Français extrêmement différents. Et en fait, c'est intéressant parce que, pour le coup, ils ne sont pas dans une division. Au contraire, ils essayent jour après jour de créer des ponts entre les mondes. Alors, ça va être des crèches dans des maisons de retraite, des entreprises qui sont très concurrentes et qui pourtant ensemble vont par exemple avoir des projets énergétiques, par exemple, des collectivités qui là aussi pourraient sembler concurrentes mais qui finalement vont créer ensemble, construire ensemble des partenariats, des contrats de réciprocité. Donc en fait on voit qu'il y a entre les générations, les métiers, les secteurs, les territoires, il y a des ponts qui se créent
alors, c'est pas gagné, hein, mais en tout cas, tous ces petits signaux faibles, moi, c'est ce que j'appelle des signaux faibles d'hybridation. Voilà, des mariages un peu improbables, des choses, des métiers, des générations qui, finalement, décident de mener des projets ensemble. Et je terminerai en disant que, finalement, à l'heure où on a tous une réflexion sur l'identité, l'identité est presque devenue le maître mot du débat public, on se demande toute la journée qui suis-je. En fait, c'est intéressant parce qu'il me semble qu'il serait bon de revenir à Jean-Paul Sartre, qui disait que je suis ce que je fais. Voilà, ce sont nos actes qui nous définissent. Et à travers ce livre que j'ai écrit, j'ai voulu montrer justement une France qui agit, un autre visage de la France dont malheureusement on parle peu et qui pourtant existe. Et encore une fois, je pense qu'à ce terme d'archipélisation, il serait peut-être temps justement d'apporter un autre regard. Et ce regard-là, c'est ce que j'appelle cette hybridation, cette création de ponts entre les mondes. Jean-François, la qualité d'une société se mesure notamment à la vitalité de sa solidarité. À la tête de Médecins du Monde, vous êtes bien placé pour mesurer justement notre capacité de solidarité, à la fois en France et hors des frontières. Est-ce que ça vous rend plutôt optimiste, comme Gabriel, ou au contraire, comme David, êtes-vous plutôt circonspect justement sur ce qu'est devenu notre capacité de solidarité ? Je ne vais pas faire du macronisme, mais on peut être circonspect et en même temps optimiste, et on peut être optimiste tout en faisant une analyse critique de ce qu'on vit en France. Moi, j'ai écrit un ouvrage que vous avez évoqué qui s'appelle « La France qui accueille », qui s'inscrit un peu dans la continuité méthodologique de ce que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que j'ai souhaité montrer le décalage qui existe entre ce que j'évoquais, c'est une forme d'hystérisation du débat politique autour de la question migratoire, de confronter ça à la réalité d'une France multiple qui montre beaucoup d'initiatives d'accueil en milieu rural, en milieu urbain, sous forme d'associations, de plateformes citoyennes. Et on voit comment, et c'est ça qui est intéressant, comment autour de la question de l'accueil, notamment de migrants précaires, cela peut renforcer aussi des liens sociaux et valoriser des acteurs de nos sociétés qui ne sont pas toujours mis au premier plan. Je prends comme exemple des jeunes de quartier qui souvent dans certains médias sont mis en avant que lorsqu'il y a des assassinats à la Kalachnikov ou des trafics de drogue qui sont démantelés, mais des jeunes qui se mobilisent, notamment entre 2015 et 2016, lorsqu'il y a eu une certaine pression, on va dire, migratoire en France, avec ces événements à Calais et Grande-Synthe, notamment, où il y avait des milliers de migrants qui essayaient de rejoindre l'Angleterre, et des acteurs de ces cités qui se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, qui ont lancé un grand défi en disant, voilà, nous, on va distribuer la nourriture, de l'eau, comment est-ce que vous pourrez faire mieux dans notre quartier, et comme ça, une forme de potentialisation qui a montré que voilà, les quartiers pouvaient aussi se mobiliser, il y avait aussi de l'humanité et pas que de la déchéance. Et ça, je trouve que ça renvoie, et en tout cas moi c'était mon objectif, c'était de montrer qu'il y a beaucoup d'initiatives positives et que de mon point de vue, l'État ne doit pas tout faire, doit laisser de la marge à la société civile pour prendre des initiatives, je le pense concrètement. Mais l'État ne doit pas mettre des bâtons dans les roues aussi à ces initiatives de société civile, elle doit pouvoir les accompagner dans leur pratique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, une organisation comme Médecins du Monde et d'autres sont considérées par certains acteurs politiques, si on parle de la question migratoire, comme des complices de passeurs, par exemple, parce qu'on va sauver des vies en mer Méditerranée, on aurait un effet d'appel d'air, on serait complice de passeurs, et au fond, on serait criminel. Combien j'ai fait de débats politiques avec des acteurs du Rassemblement national en plateau, en médias, qui nous expliquent que nous sommes des criminels et que donc le jour où ils seront au pouvoir, il y aura dissolution des associations. On voit aujourd'hui le discours du ministre de l'Intérieur qui non seulement nous explique que l'état de droit n'est pas intangible, mais qui va remettre sur la place publique la question de baisser les financements d'associations comme la CIMAD ou autres, qui essayent d'amener une part d'humanité à cette question. Le rôle d'une association comme Médecins du Monde, c'est pas forcément de se positionner sur savoir combien il faut que l'Europe accueil de migrants ou pas, c'est une question très politique. En revanche, nous sommes là pour rappeler que toute décision politique, notamment les baisses de voies légales ou autres, qui augmentent les mortalités, qui augmentent la dangerosité de la migration, doivent être discutées, voire dénoncées. Et donc voilà, c'est dans ce contexte-là que moi je suis assez optimiste pour répondre à votre question initiale, dans le fait que la société civile a plein de ressources et pas uniquement
de manière informelle autour de désobéissance civile ou autre, mais que je pense les acteurs politiques ne sont pas assez dans l'accompagnement de ces initiatives. Elles sont trop sur le registre idéologique et ça, c'est un danger. Hier soir, nous dînions ensemble et vous me parliez aussi de désaccueil. Ce désaccueil, c'est l'État qui en est responsable bien davantage justement que les individus qui, eux, sont peut-être davantage enclins à accueillir. C'est ce que j'évoquais, c'est-à-dire dans le décalage entre beaucoup de volonté et d'initiatives de la société civile et une crise de l'accueil autour d'un discours politique qui relève plus de l'idéologie qu'autre chose. Quand on est capable de dire que l'accueil de réfugiés ukrainiens est plus légitime que l'accueil de réfugiés venant de Syrie ou d'ailleurs, il y a une forme de suprémacisme, il me semble, à considérer que certains auraient plus le droit à la vie que d'autres, et ça doit être discuté en tout cas. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de crise de l'accueil, ce que je trouve aussi difficile à accepter, mais on est toujours dans cette hystérisation du débat politique. L'accueil, c'est pas facile. Hein. Moi, je dis pas que c'est génial et facile d'accueillir 15 000 personnes comme ça, y compris en France, dans la 5e ou 6e puissance économique mondiale. Il y a des enjeux sanitaires, de logement et autres, voire financiers. Mais d'abord, beaucoup de rapports montrent que lorsqu'un accueil est formulé de manière cohérente, humaine, politique, à moyen et long terme, c'est une plus-value pour les sociétés qui le font dans de bonnes conditions à moyen et long terme, des plus-values sociales, économiques et autres. Donc, j'espère et je trouve qu'on n'est pas assez dans le vrai sur ces questions-là, qu'il y a beaucoup de fantasmes et beaucoup d'idéologie. Le dernier point, je trouve insupportable, et ça revient à ce que je disais en préambule, de faire croire à nos concitoyens que c'est parce qu'on va empêcher des associations de sauver des vies en mer que pour autant l'accès aux soins sera meilleur en France, que l'hôpital fonctionnera mieux, qu'il y aura plus de logements pour tout le monde et que tout le monde aura un accès aux soins avec des meilleurs taux de remboursement de la sécurité sociale. C'est insupportable en fait. Et donc il faut être dans le vrai, et cette manière de bouquémiser les migrants permet de nous écarter du vrai sujet qui est la lutte contre les inégalités pour tous, y compris pour les Français précaires, dans ce système de casse sociale assumé par beaucoup d'acteurs politiques de différents bords politiques. David Grimal, ce foisonnement d'initiatives, de solidarité, en définitive assez invisible, ou invisibilisé même peut-être de manière volontaire. Ce foisonnement, est-ce que vous le voyez vous-même au travers des actions notamment que vous conduisez, mais aussi en tant que musicien? Alors, le salaud va reprendre la parole. Donc, juste pour revenir effectivement sur le côté obscur de la force, effectivement, donc demain, une initiative de 20 ans s'arrête, mais l'autre saison s'arrête aussi pour les sans-abri, je tiens aussi à le dire, car l'extrême droite, en fait, traditionnaliste, a pris le pouvoir dans l'Église à Paris, et que donc, pour moi, la liberté est essentielle. Nous ne pouvons pas continuer. Je tiens quand même à le dire. Nous ne pouvons pas continuer non plus cet orchestre unique au monde parce qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'il est équitable, parce qu'il n'est pas inégalitaire, donc il ne traduit pas sur scène, je dirais, ce qui se passe dans la société. Et je pense que les maux de la société, une bonne partie des maux de la société viennent quand même, comme l'argent est fongible, je suis désolé, soit je suis d'extrême droite, soit je suis d'extrême gauche, j'arrive pas à savoir où je suis, Où est l'humaniste de gauche? Je suis un camusien. Vous êtes en réalité, voilà, je suis un camusien. Camusien. Je suis un héritier justement du moment où on croyait en l'éducation. Et donc c'est vrai que c'est très difficile de savoir comment réagir. Alors on dit, c'est très intéressant pour moi parce que en plus on est la veille du 7 octobre et en plus de tout et d'être un salaud, je suis juif. Donc ça fait beaucoup. Alors, et je dois demain peut-être prendre le micro devant 2000 personnes à la Philharmonie pour dire c'est fini. Et donc l'idée de la réconciliation, puisque c'est ça dont on parle, c'est difficile pour vous? Pour moi, c'est très intéressant, c'est un vrai travail. Et j'écoutais juste avant cette conférence sur la fin de vie, et je me disais, en fait, la seule chose à faire, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, peut-être ne faut-il pas le dire d'ailleurs, parce qu'on est comme Cassandre, en fait, on dit les mauvaises choses, donc on les incarne. Mais il faut avancer, Et pour moi, la seule chose aujourd'hui qui est importante, c'est la transmission, c'est l'éducation, puisque je suis dans la culture, et que je vois ça aussi, qui est un secteur qui est battu en brèche,
par différentes idéologies. Il y a eu le marché, maintenant il y a d'autres idéologies de déconstruction où on jette le bébé avec l'eau du bain. Et donc l'idée, en tant que père de jeunes enfants et professeur en France et en Allemagne, c'est la transmission. Je pense que c'est là qu'il faut être utile. Il faut permettre la fertilité après-demain. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce qu'effectivement, je vois dans le monde entier, et pas seulement en France, parce que j'ai le privilège de voyager beaucoup, des hommes et des femmes de bonne volonté, on n'en manque pas. Ça, c'est sûr. Et des gens formidables, mais qui n'inspirent pas la crainte, qui ne sont pas redoutables, mais qui sont extraordinaires. Il y en a énormément. Seulement, ces hommes et ces femmes de bonne volonté sont-ils véritablement les moteurs du monde aujourd'hui ? On a du mal à le croire. C'est ça qui est difficile, en fait. Quel est le ciment ? J'ai vu qu'on avait découvert qu'est-ce qui faisait que la voûte du Panthéon à Rome tenait, et les secrets du ciment romain. C'est qu'il s'auto-soigne. En fait, dès qu'il y a des fissures, il les rebouche lui-même. Est-ce que notre société recèle encore suffisamment d'anticorps pour que ces femmes et ces hommes de bonne volonté dont vous parlez dans votre livre puissent accéder, ne soient plus des signaux faibles, mais soient des signaux forts? Gabrielle Alpert, comment la philosophe que vous êtes réagit-elle justement aux propos et aux diagnostics que dresse David Grimald? Oui, et on rebond aussi par rapport à ce qui a été dit. C'est vrai que, alors, cela a été dit en tout cas dans un premier temps, une responsabilité forte du politique. Mais pour le coup, je pense que ce serait trop facile d'accuser seulement le politique. Je pense qu'il y a une double faute, à la fois de la part du politique et de la part du citoyen. Bon, quelque chose qui m'interpelle toujours, à la veille d'élections, où finalement, il y a un certain nombre d'émissions télévisées, et puis on a des citoyens, un échantillon de citoyens qui sont sélectionnés et qui demandent, alors on a le fonctionnaire, on a le retraité, on a le chef d'entreprise, on a l'étudiant, l'infirmière, bon, et qui viennent interpeller le politique en disant « qu'est-ce que vous allez faire pour moi ?» Voilà. Comme si finalement le rôle du politique, c'était de répondre à un intérêt ou à une somme d'intérêts particuliers. Et donc ça, pour le coup, ça c'est une faute. Et de la même manière, effectivement, et c'est ce à quoi on a assisté ces derniers mois, encore une fois, le général de Gaulle définissait à son époque déjà le Parlement comme réunissant les délégations des intérêts particuliers. Effectivement, c'est vraiment ce à quoi on a assisté ces derniers mois. Effectivement, chaque corporation politique, finalement, venant flatter les intérêts particuliers de son électorat. Et donc, il y a cette double faute qui fait qu'effectivement, on a perdu le sens du politique et on a aussi perdu le sens de la citoyenneté. Mais en tout cas, moi, ce qui m'interpelle à la fois dans les propos qui viennent d'être tenus, c'est que je pense que une part en tout cas une des raisons de cette crise que l'on vit tient aussi à la méconnaissance, à la terrible méconnaissance que l'on a les uns pour les autres. Et ça, c'est un auteur japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Genzaburo Yoshino, qui écrivait, alors 1937, donc ça ne date pas d'hier, mais c'est terriblement vrai encore aujourd'hui, où il dit il est tout de même bizarre que ces hommes qui ont fabriqué la nourriture que tu manges, les vêtements que tu portes, la maison que tu habites, toutes ces choses essentielles pour ta vie, soient tous de parfaits inconnus. Voilà, parfaits inconnus. Cette phrase, elle interpelle vraiment, d'ailleurs elle fait écho aussi à la crise agricole et à d'autres crises qu'on a pu connaître ces derniers mois. Parce que finalement, c'est comme si nous étions tous devenus de parfaits inconnus les uns pour les autres. Et lorsqu'on traverse plein de mondes différents, que ce soit le monde politique, le monde économique, le monde religieux, le monde académique aussi, tous ces mondes-là, finalement, on voit cette terrible méconnaissance que l'on a pour le monde de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît de la réalité d'un agriculteur, d'une aide-soignante, d'un petit élu, d'un petit village rural montagnard? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on connaît de la réalité de l'autre? Et finalement, et c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est que selon les moments, on va parler de crise sociale, de crise institutionnelle, de crise territoriale, enfin... En fait, il me semble que la vraie crise aujourd'hui, c'est plutôt la crise de notre rapport à la réalité. Parce que finalement, c'est comme si on avait perdu le sens de la réalité. D'ailleurs, cette fuite vers le virtuel en est un symptôme. On a perdu le sens de la réalité. Et donc, la question, c'est s'il faut se réconcilier avec quelque chose, c'est d'abord se réconcilier avec la réalité, avec le réel. Et je terminerai en clin d'œil à Jean Jaurès, qui disait que le courage, c'est... d'aller à l'idéal, enfin de comprendre le réel et d'aller à l'idéal. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, le vrai courage, c'est d'aller au réel. Voilà. Pas seulement de le comprendre, mais d'aller au réel. David, se réconcilier avec le réel,
Une question très simple sur les pouvoirs de la musique, dont on dit communément qu'elle pacifie les âmes. La musique peut-elle aider les âmes déchirées à se réconcilier avec elles-mêmes? Première question. Deuxième question, peut-elle aussi réconcilier les âmes qui se déchirent entre elles? Et je fais un peu référence aussi à cet orchestre Western Eastern qu'avait créé Daniel Barenboim à la fin des années 90, qui réunissait plutôt, je parle au passé, musiciens juifs et arabes, et particulièrement aussi palestiniens. En tout cas, le pouvoir de la musique pour nous réconcilier avec nous-mêmes et nous réconcilier avec les autres. Est-ce que je rêve ou est-ce que c'est une réalité? D'abord, je voudrais juste préciser par rapport à ce que vous venez de dire que je pense que nous avons parlé de réel, tous les deux. Oui. Donc, je pense que nos expériences sont bien dans le réel. Alors, la musique, comme idéalement, ça serait bien. S'il suffisait d'un petit concert au Proche-Orient pour que tout le monde se calme, j'y vais tout de suite. D'ailleurs, j'y suis allé plusieurs fois, ça n'a pas changé l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile de mettre des mots, en fait, là où justement les mots s'arrêtent. Et il y a une forme de catharsis quand on joue. Ce matin, par exemple, hier, je sortais de répétition. Je ne voulais pas venir avec mon violon ici, parce que j'en avais pas besoin. Mais c'était un réflexe, il est resté sur mon dos, donc j'ai pris le train, je suis venu ici. Et ce matin, à 8h, j'ai pu travailler dans ma chambre d'hôtel. Et ça m'a fait du bien. Donc, moi, ça m'a fait du bien. Je sais que les musiciens avec lesquels on a répété pendant 3 jours, avant le concert de demain, parmi lesquels figurent des Israéliens, d'ailleurs, ça nous a tous fait du bien, même si tout le monde pleurait à la fin de la dernière répétition, parce qu'on savait que c'était terminé. Donc, il y a une très grande force à pouvoir communiquer entre soi, sans les mots, au-delà des mots. Et oui, j'y crois. J'y crois comme quelqu'un qui croit justement dans ce qui est au-delà du réel, de repartir sur peut-être ce qui peut nous réunir, ce qui peut nous réconcilier. Parce qu'en fait, pour revenir au sujet, je ne vais pas répondre sur l'histoire de Barenboim, en fait. Je ne vais pas rentrer là-dedans si ça ne vous ennuie pas. Et le geste politique de Barenboim est intéressant, mais la réalité est différente. Et donc, en fait, ce qui peut nous réunir, pour moi, c'est l'horizon. C'est-à-dire quand on commence à regarder ensemble le même horizon. Et donc, c'est le projet, et donc, c'est le mouvement. Et en fait, si le logiciel politique qui aujourd'hui est en grande crise, je crois que c'est ça dont on parle, que le poisson il pourrit par la tête aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de reconstruire un projet commun, on a besoin de croire ensemble à quelque chose, de regarder ensemble quelque chose, d'aller ensemble vers quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette mécanique qui est par terre. Mais je me souviens d'avoir lu, quand j'étais très jeune, un livre dans lequel on disait déjà, dans les années 90, à la fin des années 80, que les inégalités dans une société, si ça allait plus de 1 à 40, la société ne pouvait pas tenir. J'arrive pas à calculer aujourd'hui de quoi on parle en fait. Je pense que c'est quand même un problème. Jean-François Corti, David Grima l'évoque comme symbole de la réconciliation, de regarder ensemble vers un nouvel horizon. Demain, nous commémorons cette terrible date du 7 octobre 2023. L'heure n'est évidemment pas à la réconciliation. Il faudra un grand nombre d'étapes pour y parvenir. Est-ce que, par exemple, la justice internationale est une étape clé, prépondérante, pour qu'à un moment, ces peuples arrivent peut-être à regarder un horizon commun? Disons que le cadre de droit international humanitaire dans lequel mon association travaille, c'est un peu une référence pour pouvoir défendre un espace humanitaire indépendant où justement on arrive à cette certaine utopie qui consiste à essayer d'humaniser la guerre. C'est bien ce que le droit international humanitaire essaye de faire. Il a émergé au fin du 19e, il s'est constitué autour de conventions au cours du XXe siècle. La Shoah a cristallisé l'intention d'essayer de prévenir
que des génocides, des drames humains de ce type ne se reproduisent plus. Donc il y a un cadre qui est censé humaniser la guerre avec le rappel de la distinction nécessaire entre ce qui relève des combattants, ce qui relève des civils, ce qui n'est pas toujours facile dans beaucoup de contextes conflictuels, qui tend à rappeler qu'il ne faut pas bombarder des écoles, des hôpitaux, qu'il ne faut pas tuer des humanitaires et autres. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on essaye, nous, de trouver notre place, les ONG, même si on n'a pas de mandat particulier, par exemple comme la Croix-Rouge, qui répond à un mandat, et ils sont des auxiliaires d'État. Nous, les ONG, nous n'avons pas de mandat. Nous avons simplement des objectifs, des principes d'impartialité, d'indépendance relative, de solidarité. Et c'est bien dans ce contexte qu'on essaie d'évoluer. Il me semble qu'on n'a pas d'autre choix que de faire appel à la justice, que ce soit en France, sur différents sujets sur lesquels on pourra revenir d'inégalité, et à l'international pour essayer de border un minimum les conflits dont on sait qu'ils sont en train de se démultiplier. Il y a un empilement ces dernières années de conflits à travers le monde et qui tuent beaucoup toujours de civils. C'est vrai que on est dans une période difficile, d'abord de pouvoir se débattre de manière sereine sur les crises actuelles, y compris au Moyen-Orient, plus que d'habitude, je trouve. Même moi, en tant qu'humanitaire, j'interviens régulièrement pour parler d'action humanitaire, mais je suis en danger, quoi. Enfin, j'ai des menaces de mort et compagnie, ma famille est en danger, alors que je ne défends ni les Palestiniens ni les Israéliens. J'essaie de porter un idéal de justice internationale. Et donc, c'est compliqué, quoi. Et je trouve que c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, si on met en regard croisé, encore une fois, ce qui se passe en Ukraine et à Gaza et sur le conflit israélo-palestinien, on n'a pas le sentiment que justement ce droit international humanitaire soit un outil vraiment de justice, et on a l'impression qu'il est plus un outil de pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu les Occidentaux notamment se mobiliser pour faire en sorte que les crimes de guerre soient dénoncés en Ukraine. Poutine est sous mandat d'arrêt international et c'est très bien, quoi. On n'a pas forcément le même sentiment que ça va aussi vite pour dénoncer les crimes, que ce soit des leaders du Hamas ou des leaders de certains des acteurs israéliens. Donc il y a cette question du deux poids, deux mesures qui se pose et qui, de mon point de vue... La Cour pénale s'est quand même prononcée. Oui, la Cour internationale de justice s'est mobilisée sur l'Ukraine et aussi sur le conflit israélo-palestinien. La Cour pénale internationale a aussi fait la demande d'un mandat d'arrêt contre des leaders du Hamas et certains leaders israéliens, mais en général, ça prend quelques jours à 3 semaines. La décision, là, on est à plus de 6 mois, quoi. Donc il y a un sujet avec beaucoup de pression, beaucoup de pression sur les membres de la CPI, comme jamais il y en a eu dans l'histoire récente. Et donc, simplement pour terminer, le deux poids, deux mesures, ça ne permet pas de mettre, comme ce que disait David, en perspective un horizon où on considérerait des valeurs communes, le fait que la vie a la même valeur qu'on soit israélien ou palestinien, et qu'on peut considérer une approche humaine globale. Et simplement, pour terminer, je faisais écho au fait que certains pays occidentaux aujourd'hui sont dans un deux poids, deux mesures vis-à-vis de l'application du droit international humanitaire, et ça affaiblit ce droit, et ça nous crée les conditions d'exercice de manière indépendante dans un espace humanitaire qui se restreint. Et c'est difficile, il y a plus de 300 humanitaires qui ont été tués cette année dans le monde. Il y a près de 300 humanitaires qui ont été tués à Gaza, même si une bonne partie relève de l'UNRWA et qu'on ne va pas rentrer dans la polémique autour de l'UNRWA. Moi, j'ai perdu un membre de mon équipe, toute sa famille est morte. J'ai 70 personnes à Dar el-Bala aujourd'hui à Gaza qui sont enfermées, qui cherchent à manger, à boire à longueur de journée. Voilà, on est dans un contexte où le droit international humanitaire, que ce soit en République démocratique du Congo aussi, au Soudan aussi aujourd'hui, où ce sont des crises oubliées qui sortent du scope médiatique, il est difficile d'être dans l'action, de faire son travail d'humanitaire et de défendre ces principes de droit international humanitaire. Une question plus personnelle. Que vous a appris votre expérience des pires guerres, des pires conflits sur le globe? Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur la capacité des hommes de se réconcilier, sur leur capacité de pardonner, et peut-être aussi sur le droit à la vengeance?
C'est une question que je poserai aussi à Gabriel et à David, qui eux n'ont pas connu ces terrains de guerre, mais le droit à la vengeance, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Et je pense que quand on parle du conflit israélo-palestinien, on est au cœur du sujet. Et sur cette capacité à pardonner, vous qui avez, effectivement, je me répète, mais qui avez parcouru le monde et les pires guerres et les plus grandes réconciliations, peut-être aussi. J'ai pas de réponse précise à ça. On sait souvent que la réconciliation, elle peut se faire selon le point de vue de ceux qui ont gagné la guerre, ce qui n'est pas forcément toujours ce qui permet de reconstruire une sérénité collective sur certains territoires sur plusieurs années. Je n'ai pas de réponse précise à votre question. J'ai travaillé en Afghanistan, au Libéria. J'ai passé aussi des moments difficiles comme d'autres acteurs humanitaires en étant ciblés, en passant des nuits sous les tables de la cuisine en République démocratique du Congo parce que ça tirait dans tous les sens. Enfin, on a tous les acteurs humanitaires vécu ces situations-là. Mais la question, et je la reformule, enfin, je m'inscris dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que d'abord, chaque contexte a sa propre spécificité. Hein. On a vu au lendemain du génocide rwandais différents mécanismes mis en place pour essayer de reconstruire un petit peu une vie sociale dans ce contexte où il y a eu 800 000 morts d'un génocide qui a été terrifiant. Si on n'a pas des codes référentiels communs, si on n'a pas justement ce droit international que j'évoquais qui essaye un petit peu d'uniformiser, de remettre une certaine idée de la communauté humaine en perspective avec des valeurs communes, alors ce sera difficile de penser à la réconciliation. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que, sans nous flageller, aujourd'hui, des pays membres du Conseil de sécurité, comme la France, les États-Unis, s'ils sont pas capables de pouvoir aussi défendre des valeurs dont ils se prévalent, d'humanité, notamment en défendant le droit international humanitaire et en ayant un deux poids deux mesures selon les contextes, selon leurs propres intérêts politiques et géopolitiques, eh bien, ça ne laisse pas beaucoup de chances d'imaginer ce droit perdurer dans les années qui viennent. Donc, ça reste une référence, le droit international humanitaire, pour beaucoup d'acteurs, dans beaucoup de conflits, mais il va falloir lui redonner de la respiration pour justement reconstruire cet idéal. Je ne sais pas si vous parlez de droit à la vengeance, je ne suis pas dans ce registre-là. Le droit à la reconstruction, à la solidarité, à la vision de valeurs humaines communes, c'est vers ça qu'il faut tendre, il me semble. Que vous inspire, David, le propos justement de Jean-François, et notamment, est-ce qu'on est là aussi sur le même registre qu'on évoquait tout à l'heure, d'un foisonnement? La réconciliation, c'est finalement un foisonnement de petites initiatives de réconciliation, mais qui ne sont pas visibles. Voilà. Est-ce que c'est ça aussi la réalité? Et j'aimerais vous entendre sur le droit à la vengeance. Pour moi, je ne connais pas une mère qui veut envoyer ses enfants à la guerre. Alors, il y a peut-être des moments dans des religions où il y a le culte de la mort et on rêve que son bébé devienne un martyr, mais tout ça, c'est quand même pas très naturel, à mon avis. Même si ça résoudrait tous les problèmes de la première conférence de ce matin. Mais en tout cas, je pense que c'est pour ça aussi, je reviens à mes dissonances. Au fait du pouvoir, en fait, c'est l'exercice du pouvoir. La guerre, c'est toujours la manipulation des populations qui vont s'affronter pour d'autres, qui ne se battront pas entre eux. Et alors qu'en fait, c'est ces gens-là qui devraient s'entendre. Et je pense que ce soit... Enfin, vous connaissez la guerre, moi je ne la connais pas. Je la connais comme tout le monde ici. C'est de l'histoire, soit de l'histoire très ancienne, soit une histoire virtuelle. Et je pense que personne ne veut la mort, personne ne veut tuer naturellement. Et c'est cet exercice du pouvoir qui fait que les peuples sont toujours en otage de la folie des grandeurs de leurs dirigeants ou effectivement d'équations géopolitiques dont ils sont les pions. La vengeance, mais c'est ce qui est de pire en fait, la vengeance. Donc le droit d'exercer la vengeance, c'est une abomination. En revanche, le droit de se défendre, ça oui. Quand on est attaqué, quand les enfants meurent dans un pays aussi, on a le droit de protéger la sécurité du pays, même Israël. Oui. Gabriel, la capacité de pardonner, qu'en pensez-vous en tant que philosophe? Alors ça, effectivement, c'est une grande question. Alors, un premier élément, peut-être, on ne peut pardonner qu'à celui qui nous demande pardon. Je pense que c'est le béaba, mais c'est quand même toujours bien de pouvoir le redire. S'agissant du pardon, ça fait
de nombreuses années que j'anime des ateliers de philosophie dans des hôpitaux pour enfants malades, auprès d'adolescents, auprès d'ailleurs de résidents de maisons de retraite, enfin voilà, en tout cas un public extrêmement hétéroclite. Et en fait, j'aime bien poser cette question, est-ce qu'il est plus facile de pardonner ou de demander pardon? Alors, c'est une question qui est intéressante parce que finalement, je me rends compte que la très très grande majorité des personnes, et d'ailleurs quel que soit l'âge, quel que soit, voilà, me disent que c'est beaucoup plus facile de pardonner que de demander pardon. Parce que demander pardon, c'est s'humilier, c'est s'abaisser, c'est une question d'amour-propre, terrible. En fait, ça m'a toujours interpellée que la grande majorité du public réponde ça, parce que finalement, je me suis dit que quand on a vraiment souffert, on sait que c'est beaucoup plus facile de pardonner, enfin, c'est beaucoup plus difficile de pardonner. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément qui me semble important à dire. Là, pour le coup, Hannah Arendt, une philosophe qui m'a beaucoup inspirée dans mes travaux, a réfléchi à cette question du pardon. Elle explique plusieurs choses à ce propos. Tout d'abord, les deux plus grandes angoisses de l'être humain, c'est ce qui est imprévisible et ce qui est irréversible. Bon. Et donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui encore, on a beau développer les technologies les plus sophistiquées, on fait toujours face à ces deux angoisses de l'irréversibilité et de l'imprévisibilité. Mais elle dit finalement par rapport à ces deux angoisses, eh bien il y a deux choses, deux armes si j'ose dire, voilà, de boucliers peut-être plutôt, que l'être humain peut utiliser. D'une part le pardon, voilà, face à l'irréversible il y a le pardon, et face à l'imprévisible, eh bien il y a la promesse. La question qui est posée aujourd'hui, c'est finalement quel pardon et quelles promesses sont possibles. Alors, c'est une question qui est intéressante à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une société, à l'échelle, effectivement, vous parlez du conflit israélo-palestinien, et donc, voilà, quel pardon est possible et quelle promesse est possible. Ça c'est une grande question. Et s'agissant, en rebond par rapport à ce qui vient d'être dit, en fait, Hannah Arendt, je trouve, a une approche du pardon qui est très intéressante. Elle dit finalement, le pardon, c'est quand même quelque chose de très particulier qui est complètement irrationnel. On n'en a pas l'impression, mais le pardon, c'est complètement irrationnel. Finalement, quand il y a une action qui a été faite, puis il y a une cascade d'actions, de réactions, c'est hyper rationnel, en fait, il y a un engendrement de causes et de conséquences qui s'enchaînent, et donc il y a une logique qui se met en place. Le pardon, pour le coup, c'est le petit grain de sel, le petit grain de sable, l'élément de liberté où finalement on prend la tangente et on essaye de sortir de cette cascade-là. Mais encore faut-il assumer le fait que justement le pardon est quelque chose de complètement irrationnel. Et donc, quelle hospitalité sommes-nous prêts aujourd'hui à faire par rapport à cette irrationalité-là ? Merci beaucoup. David, je rebondis aussi un petit peu sur... ça me permet de faire le lien avec le débat qu'on a eu tout à l'heure, Patrick Martin et moi. On a parlé de capitalisme. Et c'est une question que je pose aussi, bien sûr, à Jean-François et à vous, Gabriel. Derrière ce mot très large, qui veut tout dire et ne pas dire grand-chose d'ailleurs, y voyez-vous un moyen, un levier pour souder la société, pour l'aider à se réconcilier lorsqu'elle se déchire, ou au contraire un levier de fragmentation et de déchirure dans la société. Quand on s'est vu pour préparer ce débat, vous m'avez dit spontanément, les chiens sont lâchés. Vous me parliez de la chute du mur de Berlin et de ce qu'elle a entraîné derrière, justement, avec cette ultra-financiarisation, ce fameux néolibéralisme dont on parle beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que c'est un levier, de destruction, finalement, de notre capacité de réconciliation? Et j'écouterai aussi Jean-François là-dessus. Moi, je pense que le capitalisme, c'est un outil. Donc, quand il est au service de la communauté, c'est merveilleux. Quand c'est la mutualisation des pertes et l'individualisation des profits, comme on a pu le voir notamment en 2008 et comme on peut le voir régulièrement, c'est effectivement, il nous faut vraiment le ciment des Romains pour arriver à réparer les fractures. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Voilà, c'est un outil. Pas pour tout le monde, non. Et il faut vraiment une responsabilité. Et on est dans un pays, je suis désolé, le salaud revient. Moi, quand je vois que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le showroom des industries du luxe de notre pays, ça me choque. Je suis désolé. J'étais pas en France, j'ai vu quelques extraits, c'était sans doute très beau, mais ça m'a choqué. En fait, est-ce qu'on n'a pas autre chose chez nous que ça ? Et effectivement, vous parliez des 10 millions de Français en grande précarité. C'est un tiers-État qui est là, quand même, il faut quand même le voir. C'est vrai qu'on est dans un pays extraordinaire. En fait, ce qui me rend fou,
c'est quand, par exemple, j'arrive à Lyon, je vois cette ville magnifique. Je reviens de voyage après 2 mois que j'ai passé entre l'Amérique du Sud, qui est, j'espère, qui n'est pas notre avenir, j'espère, et l'Europe centrale, qui a reçu beaucoup d'argent de la communauté européenne et qui va très bien, et qui est notre passé. Je rentre à Paris, je trouve tellement beau, tellement belle, tellement extraordinaire. Et je vois tout ce que nous avons, vous, peut-être nous aussi qui sommes en train de réfléchir. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans le bon sens? C'est ça que j'aimerais. Jean-François, et après, assez court, parce que je vais faire venir Cynthia Fleury pour conclure justement notre débat, et autour d'une question à laquelle je vous demanderai de répondre en un mot. Allez-y d'abord. Oui, mais je m'inscris dans ce que dit David sur le fait qu'on peut s'extraire d'un monde, on va dire, capitaliste. Enfin, nous, on répond aussi en tant qu'ONG à certains codes. On fait du marketing, on a besoin d'argent pour fonctionner. C'est une chose, mais je pense que c'est en réaffirmant certaines valeurs qu'on peut rééquilibrer la barre et notamment réaffirmer la notion de solidarité dans nos politiques publiques. Et c'est un combat fort, politique et idéologique. Voilà, nous, on a assumé en tant qu'ONG, j'ai assumé en tant que président au lendemain de la dissolution et pendant la campagne de juin, de dire qu'on appelait à voter contre le Rassemblement national, sans forcément donner de consigne de vote, comme l'a pu le faire le CGT ou autre, sur les autres. Simplement parce qu'en tant qu'acteur de lutte contre les inégalités, on défend un État social fort, avec une solidarité qui est nécessaire. Et d'abord parce que je pense que d'un point de vue idéologique, ce serait difficile pour moi de vivre dans une société où on aurait dans la rue des gens qui meurent de pathologies dont on connaît les traitements, mais dont qu'on pourrait pas prendre en charge. Parce que d'un point de vue de santé publique, on sait que plus les inégalités sont importantes au sein d'une même société, plus l'état global de santé de la société sera mauvais. Donc c'est important pour tout le monde de pouvoir être bien soigné, bien dans sa tête, entre autres. Donc il y a ce volet défendre un état social fort. Et je le rappelle, on nous explique qu'on n'a pas d'argent et compagnie. Enfin, je ne fais pas référence à certains débats aujourd'hui, mais le Conseil national de la résistance, lorsqu'il a pensé la Sécu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on était exsangue, on n'avait plus une thune, l'État français. Eh bien, il a quand même mis en avant le fait que chacun pourrait payer comme il veut, mais tout le monde serait soigné de la même manière. Et c'est une idée forte, idéologique. Il faut défendre ça. Donc, on est dans une forme de guerre idéologique à défendre. Je me dépêche. On est aussi en tension autour d'une remise en question éthique. La déontologie médicale, on demande de choisir entre le bon et le mauvais malade. L'aide médicale d'État, par exemple, et c'est juste insupportable. C'est pour ça qu'on se bat contre les idées d'extrême droite et du RN. Et enfin, on est dans le champ de la démocratie sanitaire et de la démocratie tout court. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est une émanation de société civile, on veut une société diversifiée, on veut qu'il y ait du contre-pouvoir constructif. C'est pas forcément les idées d'extrême droite, et c'est en ça aussi qu'il y a une question existentielle pour nous et contre lesquelles on se bat. Merci. J'invite Cynthia Fleury à me rejoindre. Et pour cela, j'ai une dernière question à vous poser, justement, qui fait le lien avec Cynthia Fleury. Cynthia, comme vous le savez, a beaucoup travaillé le thème du courage pour demander pardon et pour accorder son pardon, et donc pour se réconcilier. Est-ce de courage dont on a avant tout besoin? Oui, non, très vite. David, Gabriel, Jean-François? Beaucoup de courage. Oui, un courage, mais qui a un esprit de transgression. Pour le coup, il va falloir transgresser des petites frontières mentales qu'on peut avoir. Du courage, et puis aussi de respecter les règles et les droits qui ont été collectivement votés. Cynthia, pour conclure, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est aussi une question de démocratie. C'est un sujet que vous travaillez particulièrement, lui aussi. On est au cœur de l'enjeu de démocratie quand on parle de réconciliation. Oui, c'était une discussion très vaste, à la fois sur les questions même de modèles de réconciliation et de modèles de la solidarité, sur lequel je vais revenir, et qui va jusqu'à la controverse. Sincèrement, elle est aporétique, hein, la controverse de la conditionnalité du pardon ou de l'inconditionnalité du pardon. C'est l'entièreté, je dirais, de la philosophie politique et morale, quasiment. Donc, non, ce que je voulais voir, c'est les invariants, peut-être, qui réunissaient les trois voies, qui, malgré tout, n'en forment qu'une, sur la question d'abord je vais reprendre le terme de Gabriel, d'une hybridation, ou d'une transversalité, ou d'une interdisciplinarité, ou de l'holistique. Enfin, on voit très bien, si vous voulez, ou une manière de faire autrement
un lieu, un orchestre, parce que c'est quand même le même sujet, c'est-à-dire comment on fait, moi j'appellerais la philosophie du soin, ou avec d'autres, comment on fait des collectifs différemment, avec d'autres types de règles, pour les pérenniser, pour faire qu'ils aient une puissance d'agir forte, respectueuse à la fois de l'individualité des parties prenantes. C'est quand même une vraie question. Hein. C'est une vraie question parce que, si vous voulez, on a quand même une crise du collectif, malgré tout, et en même temps, on a des grands acquis de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Donc, on ne va pas non plus faire collectif comme on pouvait faire dans comment dire, le fait d'annihiler la personne. Donc on a vraiment, au cœur de ces manières de faire, si vous voulez, on a peut-être ce qui nous permettra demain de produire des collectifs efficaces de transformation, de stabilisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ils sont tous ce sont tous des cliniciens, en fait. La clinique, c'est au chevet du lit, hein, au chevet du plus vulnérable, au chevet du terrain. Et je pense que voilà, on a cette clinique du réel en partage, et qui est absolument nécessaire à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'elle est à la fois source quand même d'espérance, malgré ses souffrances réelles, etc. Elle est source d'innovation aussi. Donc elle doit être protégée, comprise, mieux diagnostiquée. Et c'est là où en revanche on a un petit souci, c'est que ce soit Médecins du Monde, que ce soit la structure associative, les marginaux, que ce soit en gros même la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas empêché. Hein, donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on fonctionne par le furtif. Bon, alors je vais le dire différemment, et puis peut-être moi je pense qu'on n'est pas empêché, parce que sincèrement tout le monde s'en fout. Donc en gros on bénéficie d'une indifférence qui fait que furtivement on fait exister des choses. En revanche, là où on est empêché, c'est qu'on n'est pas soutenu pour la pérennisation, c'est qu'on n'est pas accompagné dans une institutionnalisation. Or, il y a quand même un enjeu d'institutionnalisation de ces outils. C'est absolument déterminant, parce que ce n'est pas que de la marge, c'est demain une manière de faire de la politique de la démocratie, non pas autrement, mais de poursuivre ce système. Et on voit que, si vous voulez, 20 ans de ça, nous on arrive à 10 ans, mais d'autres 20 ans, je ne parle même pas de Médecins du Monde, en fait on assure une fonction de service public, on assure une fonction de stabilisation démocratique. Et le fait est que on n'est pas soutenu du tout, et qu'à un moment donné, ça veut dire que tout ce capital social de création, d'intelligence, etc., il va disparaître. Et donc d'autres vont recommencer de zéro. Mais si vous voulez, c'est terrible, parce que, alors c'est bien de recommencer de zéro, mais non, il faut à un moment donné produire quelque chose qui capitalise toute cette, à la fois, intelligence, etc., parce que c'est ça qui nous fera grandir. Donc là, je pense qu'il y a un vrai enjeu de faire un front commun de cette société civile, parce qu'elle est un nouvel acte demain, et encore une fois, elle est trop peu accompagnée. Merci beaucoup. Elle est trop peu pérennisée. Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Voilà un projet presque politique qui pourrait tous nous réunir. Merci Jean-François Corti, Gabriel Alperne. Merci David Grimal. Et on aura une pensée toute particulière pour vous demain. Merci. Et je vous donne rendez-vous à 13h45 pour la poursuite des débats avec Boris Cyrulnik.